Alors, on va voir dans ce diaporama l'analyse des données. Donc, la modélisation des données, c'est la dernière étape de la phase d'analyse. Comme tel, par la suite, on pourrait dire qu'on tombe dans la conception. Donc, dans l'analyse, on a l'analyse système d'abord. Après ça, on a les récits utilisateurs qu'on doit, disons, rédiger et préciser. On peut accompagner les récits de diagrammes connexes, comme on en a vu plein, en fait, dans le cours. Et finalement, une fois que tout ça est fait, on arrive dans la modélisation des données. Une fois qu'on a fait la modélisation des données, on tombe dans la conception où on peut élaborer l'architecture des données, les technologies utilisées, élaborer les technologies utilisées et, disons, concevoir une maquette pour notre interface. Donc, comment modéliser les données qui sont traitées par un système informatique? Il existe plusieurs méthodes et diagrammes selon l'objectif visé. Il faut d'abord faire la distinction entre deux choses. On pourrait considérer d'abord d'un côté les données externes au système et les données internes au système. Les données externes au système, c'est les données qui sont stockées, par exemple, dans une base de données. Tandis que, et c'est ça. Alors que les données internes, c'est les données la modélisation des données qui sont traitées par notre programme pendant son exécution. Donc, la modélisation des données externes devant être stockées dans une BD est tout un art en soi. La manière de procéder va dépendre du type de base de données dans laquelle on veut stocker notre information. Ça peut être une base de données relationnelle, SQL, une base de données non relationnelle, NoSQL, ou une base de données objet. Donc, on s'attarde le plus souvent dans le cours de BD que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire à la modélisation relationnelle qui commence généralement par l'élaboration d'un diagramme ou d'un modèle entité-association, qu'on dit aussi ERD, Entity Relationship Diagram. Donc, les bases de données SQL versus non-SQL. Donc, SQL, vous avez des bases de données relationnelles. Il existe aussi des bases de données analytiques. Les bases de données non SQL, vous avez des paires clés-valeurs. Vous avez des bases de données par colonne, des bases de données par graphe, par exemple des données géographiques, et des bases de données sous forme de documents qui sont aussi, en fait, celles-là les plus souvent utilisées comme, voyons, ça ne me revient pas, là, mais il y a beaucoup de bases de données. En fait, les bases de données basées sur le JSON sont des bases de données de type document. Donc, en fait, tout ça, c'est au-delà du cours, évidemment, de ce qu'on fait dans ce cours-ci. C'est juste pour donner une idée générale un peu de... C'est ça, une idée générale. Donc, les diagrammes entité-association que vous avez créés dans le cours de BD, probablement, avec différentes variantes, avec des pas de doigts, toutes sortes d'affaires. Donc, c'est ça. Donc, on a ici les propriétés. Donc, par exemple, un avion avec un numéro, une description, qui effectue des vols. Ici, on a les cardinalités. Donc, un avion effectue 0 à n vols. Pour le vol, on a les villes de départ, villes d'arrivée, on a des associations. Enfin, peu importe, je veux dire, c'est pas dans ce cours-ci qu'on fait ça, vous faites ça dans le cours de BD. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller ici pour voir la source. Les données internes maintenant, donc pour modéliser les données internes dans les programmes orientés-objets, on utilise généralement ce qu'on appelle un diagramme de classe UML. Ce type de diagramme est cependant très généraliste et on pourrait aussi s'en servir pour modéliser une base de données, mais souvent, c'est pas ça qui est utilisé. Donc, classiquement, pour les bases de données, on utilise ce genre de truc-là, alors qu'on pourrait très bien utiliser ce genre de choses-là. Donc, le même diagramme que celui que vous avez ici, on l'écrit ici en UML. Donc, un avion effectue plusieurs vols. Un avion possède un numéro, qui est la clé, et une description. Le vol possède une ville de départ et une ville d'arrivée, qui sont une clé composée. Et finalement, un pilote, qui possède un ID, qui est sa clé, un nom. Un pilote travaille sur plusieurs vols, ou effectue peut-être plusieurs vols. On aurait pu mettre effectue aussi, plusieurs vols. Et voilà, donc on a des relations, on a des classes et on a des propriétés
dans les classes. Donc ça, c'est l'interprétation ici, comme on l'a dit. Là. Donc un avion effectue plusieurs vols. Un vol est effectué par un avion. Après ça, un pilote travaille sur un vol. Un vol est effectué par un pilote ou un vol, c'est ça, etc. Donc, voilà. Les propriétés, c'est un avion possède un numéro d'avion et une description. Un vol possède une ville de départ et une ville d'arrivée. Et un pilote possède un ID et un nom. Donc, les diagrammes de classe, juste pour qu'on les situe dans la globalité des diagrammes qu'on a vus pendant la session, donc dans les diagrammes UML, les diagrammes de classe font partie des diagrammes structuraux. Jusqu'à maintenant, on avait vu des diagrammes behavioraux, les diagrammes de code d'utilisation, d'activité, d'état, de séquence, diagramme important. Maintenant, on touche à un diagramme structurel, donc le diagramme de classe, qui est en fait le diagramme le plus important de UML en général, considéré par la plupart du monde. Donc, si on revient à notre compte personne, donc on a un compte personne, mettons électronique, et qui possède 3 boutons, incrémenter, décrémenter et remettre à zéro, et on constate que c'est impossible de dépasser le maximum 9999. À faire, c'est pas vous qui allez faire ça, c'est nous qui allons faire ça, mais supposons à faire diagramme de classe qui modélise les classes et les données associées à cette application. Évidemment, c'est relativement simple dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre gardien qui peut incrémenter, décrémenter ou resetter, remettre à zéro. Le compte personne. Le compte personne possède comme propriété ou attribut un compteur qui est un entier de 0 à maximum. Et le maximum comme tel, qui est un entier qui vaut 9999, on peut dire que c'est une variable statique dans ce cas-là. Donc, voilà, ça serait simplement ça, diagramme de classe. Donc, le gardien, on ne connaît pas plus de données là-dessus. Est-ce qu'il y a un nom, etc. On n'en connaît pas. En réalité, peut-être que c'est pas nécessaire que ça sera pas, on peut le mettre dans notre diagramme de classe, mais ça ne veut pas dire qu'il va se retrouver dans notre code. Okay? Donc, c'est un modèle, mais on analyse le modèle, ça ne veut pas dire que toutes les données, toutes les informations qu'on met dans ce modèle-là ne se retrouveront pas nécessairement dans le code. Un autre exemple, une personne, donc modéliser les données pour la mise en situation suivante. Donc, une personne possède un nom, un prénom, une date de naissance, un âge et une date de décès, laquelle est facultative. Si la personne est décédée, l'âge est celui au moment du décès, sinon l'âge est celui en date du jour d'aujourd'hui. Solution, si vous voulez, quand vous cliquez là-dessus, vous tombez à une place qui vous permet d'éditer ce que vous avez là pour voir comment on écrit ça en plante UML. Donc, on voit que la personne possède un nom, un prénom, une date de naissance, une date de décès. On met ici un point d'exclamation, point d'interrogation, pardon. Point d'interrogation veut dire facultatif. Donc, la date de décès est facultative. Si elle est présente, la date de décès doit être plus grande ou égale à la date de naissance. Logique. C'est rare les personnes qui sont décédées avant d'être nées. Donc, et on a des attributs calculables. Donc, les attributs calculables, c'est des attributs qu'on peut calculer à partir des autres données qui sont ici. Donc, est-ce que la personne est décédée ou pas? Donc, c'est un attribut calculable qu'on peut calculer à partir de la date de décès, en fait. Et c'est quoi l'âge de la personne? C'est aussi calculable à partir de sa date de décès, de sa date de naissance. Voilà. Donc, c'est des données calculables. Et comme elles sont calculables, on met des parenthèses, tout simplement. Donc, admettons, pour compliquer un peu les choses, admettons qu'une personne possède aussi un genre. Donc, le genre peut être femme, homme ou autre. Donc, à ce moment-là, on pourrait rajouter un champ ici, genre, dans personne. Et le genre, ben, on le spécifierait dans un type énuméré ici, à côté, qui comprend 3 valeurs, femme, homme, autre. Mais en général, on préfère indiquer, quand on met plusieurs classes ou, disons, composants sur un diagramme, on préfère mettre les associations qui lient entre elles les types ou les classes. Donc, il y a plusieurs types d'associations qu'on rencontre dans les diagrammes de classe. Il y a, vous les avez ici, donc le premier, c'est l'héritage, ou si vous voulez, est 1. Après ça, vous avez l'agrégation forte, possède 1. L'agrégation faible, a 1, mais ne possède pas. Donc, on considère que c'est une partie détachable en quelque sorte.
l'association générale, donc la nature est à préciser sur le lien lui-même, et le lien d'utilisation utilise. Ça, c'est la façon, disons, de l'interpréter. Donc ici, on a par exemple pour une personne, donc dans ce cas-là, le genre, la donnée genre utilise le type énuméré genre qu'on a ici, femme, homme, autre. Okay, donc c'est un lien d'utilisation ou un lien de dépendance. Donc la classe personne dépend du type énuméré genre. Il y aurait cependant une autre façon de modéliser ça, qui en fait, moi, je trouve une façon peut-être un peu plus de haut niveau, que je considère un peu préférable, c'est qu'on modélise la personne en disant que la personne possède un genre, puis que le genre est un type énuméré, soit femme, soit homme, soit autre. Vous voyez que le champ ou l'attribut genre est disparu ici de la classe personne parce que il se retrouve à être indirectement dans le lien ici. Donc la personne possède un genre et indirectement, donc une personne possède un genre est possédé par une personne. En fait, un genre donné comme femme est possédé par plusieurs personnes, mais si on considère chaque genre comme étant une instance différente, donc une instance d'un genre est possédée par une seule personne. Donc, disons que c'est ça. Mais quand on met un lien comme ça, ce qu'il faut mettre, c'est le nom du lien. Comme ici, on met possède. Mettre la direction de la lecture, comme on fait pour lire le lien. Et on doit mettre aussi les cardinalités, donc 1 à 1, dans ce cas-là. Mais on pourrait simplifier tout ça en utilisant ce qu'on appelle ici une agrégation forte. Donc, une agrégation forte, ça indique qu'une classe possède une donnée ou un ensemble de données de la classe liée ou du type lié. Donc, avec l'agrégation forte, on considère que la donnée agrégée lui appartient complètement et que son propriétaire a le droit de vie et de mort sur elle. C'est une façon un peu exagérée de dire les choses, là, mais c'est pour dire que la donnée fait partie intégrante du possédant. Donc, le possédant possède intégralement le possédé ou la possession. Donc, l'agrégation forte peut être cardinalisée et nommée, mais par défaut, il s'agit d'un lien 1-1. Donc, une personne possède, ça se lit de cette façon-là, une personne possède un genre. Donc, une personne possède un genre. C'est l'interprétation du lien qu'on a ici. Une personne possède un genre. Donc, on pourrait se demander maintenant quelle association, comment on doit modéliser ça, le D qu'une personne possède un genre. Est-ce qu'on modélise ça de cette façon-là, de cette façon-là ou de cette façon-là? Donc, en général, on va privilégier l'association la plus forte possible, tout en restant cohérent avec la réalité qu'on veut modéliser. Donc, dans le cas d'une personne qui a un genre, la meilleure solution serait probablement l'agrégation forte, la possession, celle que vous avez ici. Bien que dans le cas des types énumérés, moi je déteste pas non plus l'utilisation ici. Mais même celle-là ici, c'est pas si mal non plus. Donc, les trois sont en quelque sorte acceptables, bien que celle-là ici a ma préférence aussi parce qu'elle est moins volubile. Donc, on n'a pas besoin de mettre le champ. C'est clair ici qu'une personne possède un genre. Donc, ça, c'est sûr, ça veut dire possède. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Donc, on peut maintenant continuer à perfectionner, à ajouter des données, disons, des informations dans notre modèle. Donc, on dit qu'un conducteur est une personne qui possède une certaine expérience de conduite en mois. Donc, comment on modéliserait ça? Bien, on rajouterait ici un conducteur. On dirait qu'un conducteur est, ça c'est l'héritage, mais un conducteur est une personne. Et un conducteur possède une expérience en mois. Évidemment, un conducteur possède aussi un nom, un prénom, une date de naissance, une date de décès, et un âge, etc., et un genre. Parce que le conducteur hérite de personne. Okay? Donc, ça, c'est l'héritage. On peut, encore une fois, rajouter, complexifier notre modèle. Donc, un conducteur peut avoir en sa possession un ou plusieurs véhicules. Chaque véhicule possède une marque, un modèle, une année, une couleur et un kilométrage. Donc, on voit comment on pourrait modéliser ça. Donc, un conducteur peut avoir en sa possession un ou plusieurs véhicules. Donc, il possède de 0 à N véhicules, ou 0 et plus, donc plusieurs. Donc, possède, ça c'est l'étoile. Donc, un conducteur possède plusieurs véhicules. Chaque véhicule possède une marque, un modèle, une année, une couleur, un kilométrage. Un véhicule est possédé par un seul conducteur.
Donc, voilà. Ici, vous pouvez éditer ça si vous voulez. Donc, on arrête ici le truc de modélisation. Mais en fait, il y a un exercice un peu plus loin. On va continuer ça. Donc, les cardinalités. Les cardinalités sont les suivantes. L'étoile, ça veut dire plusieurs. Donc, 0, 1 ou plus. Plus, ça veut dire au moins 1. Et point d'interrogation, ça veut dire 0 ou 1. N, ça veut dire exactement N. Par exemple, N, si c'était S5, ça veut dire exactement 5. A jusqu'à B, ça veut dire de A à B, par exemple, de 0 à 4. A ou B, ça veut dire ce que ça veut dire. Rien, ça veut dire 1 par défaut. Maintenant, les types de liens, on a l'héritage, qui est représenté comme ceci. On a la possession, l'agrégation forte, qui est représentée comme ceci. On a la disposition, l'agrégation faible, qui est représentée comme ceci. On a les associations ou les liens généraux, qui sont représentés comme ceci. Et on a le lien d'utilisation, qui est représenté comme une flèche pointillée. L'interprétation, ça veut dire est un. Ça veut dire possède. Ça veut dire a ou alors dispose de. Ça veut dire selon qu'est-ce qui est écrit sur le lien. Et ça veut dire utilise. Maintenant, en sens inverse, utilise ou dépend de. J'aurais peut-être pu mettre dépend de. Utilise ou dépend de. La sens inverse, généralise, appartient à, est dans ou est à disposition de variables. Donc, si c'est effectué, ça veut dire est effectué. Puis, est utilisé par ou, disons, ouais, c'est ça, est utilisé par. Des exemples, un chat est un animal généralise un chat. Un propriétaire possède des habitations, une habitation appartient à un propriétaire. Un avion a des passagers, un avion dispose de passagers, un passager est dans un avion. Un pilote effectue des vols, un vol est effectué par un pilote. Un site web utilise un paiement en Bitcoin est utilisé par plusieurs sites, par exemple. Donc, récapitulation. Un programme utilise des données internes et possiblement externes, BD. Un diagramme UML de données permet de modéliser des données internes de manière orientée objet. On peut aussi s'en servir pour modéliser des données externes, mais c'est peu utilisé en pratique, sauf pour les BD objets. Un diagramme de classe de données possède des classes avec des attributs ou des propriétés et des liens entre les classes. Ces liens peuvent être nommés et cardinalisés et sont de 5 types qu'on a vu. Éventuellement, on va ajouter des méthodes dans les classes pour obtenir un diagramme de classe fonctionnelle dans la phase de conception. Mais là, quand on est dans la phase d'analyse, on s'occupe purement des données. Et les méthodes, on rajoute ça dans la conception. Donc, la suite, c'est des exercices. Alors, les questions-réponses. D'abord, quels sont les 5 types d'associations possibles entre les classes de la plus forte à la moins forte? 2 points, vous répondez. La cardinalité plus, veut dire quoi? Les diagrammes de classe UML sont surtout utilisés pour modéliser des données au programme, complété, alors que les diagrammes entité-association sont surtout utilisés pour modéliser les données au programme, complété. Une fois que vous avez répondu à ça, on passe dans une petite séance d'interprétation. Donc, il s'agit d'interpréter les différents liens qu'on a ici, donc, pour formuler des phrases complètes. Donc, on répond sur la prochaine diapo. Par exemple, ici, pour ce qui est du lien entre auto et moteur, donc qui part de auto qui va vers moteur. Ici, on part de auto, on va vers moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une agrégation forte qui veut dire possède, donc une auto possède un moteur. Une auto possède un moteur. De moteur vers auto, c'est la lecture inverse. Donc, un moteur appartient à une auto. OK. Vous complétez ça. 5 points au total. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un demi-point chacun. Ensuite de ça, interprétation 2. Vous avez différents liens ici notés de 1 à 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, interpréter les différents liens suivants dans les deux directions. On répond sur la prochaine diapo. Donc, on a fait le premier ici. Donc, le cégep, ici, le cégep. Okay. Le lien 1, c'est le cégep possède.
C'est-tu le lien 1 que j'ai mis? Ouais. Donc, le cégep possède plusieurs vignettes de stationnement, ou possède des vignettes de stationnement. Les vignettes appartiennent au cégep Saint-Jean. Okay? Donc, vous voyez que c'est une modélisation de cégep, étudiants, personnes, cours, statut, etc. Donc, on a le cégep possède des vignettes, le sens inverse, les vignettes appartiennent au cégep. Donc, vous interprétez les liens 2, 3, 4, 5 et 6, et si possible, vous le faites pour le lien numéro 7. Donc, essayez le lien numéro 7, mais si vous ne réussissez pas, ben, vous n'avez pas besoin de vous enlever de points pour ça, parce qu'on va discuter, disons, quand on va revenir sur l'exercice, on va en parler. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour 5 points, un demi-point chacun. Puis si jamais vous faites ça, ben tant mieux. Identification. Donc, dans cette partie, ce que vous devriez faire, en fait, c'est de compléter la nature de chacun des liens qu'on retrouve entre les entités ou les classes que vous voyez ici. Donc, par exemple, entre une auto puis une roue, quel est le lien qu'on a? On a un lien, par exemple, on peut dire qu'une auto possède 4 roues, qu'une roue est possédée par ou appartient à une seule auto. Okay. Donc, on rajoute l'interprétation qu'on doit apporter au lien. Donc là, on ne met pas des liens spéciaux. Là. On est dans un cas d'un lien général. On veut nommer la relation, c'est écrit ici, on veut nommer la relation. On veut ajouter une direction à cette relation-là, donc la flèche ici. Et on veut ajouter les cardinalités, donc ici 1 et 4 dans ce cas-là. Okay. Donc vous faites la même chose pour les autres relations que vous avez. Il y en a 5 au tout. 1, 2, 3, 4, 5. Vous rajoutez le nom de la relation, la direction de la relation et les cardinalités pour la relation. Okay? Vous faites ça, comment? Vous éditez ici. Et après ça, vous faites un copier-coller que vous allez plugger ici. Vous voyez, c'est écrit par Frédéric Guérin. Ben vous, ça va être votre nom qui est à la place. Correct? Ensuite de ça, permis de conduire. Donc là, on se permet ici de rajouter un brin d'information à un diagramme qu'on avait déjà fait précédemment. Donc, on se rappelle qu'on avait des personnes, on avait un conducteur qui est une personne, le conducteur possède des véhicules, la personne possède un genre, donc etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'un conducteur possède un permis de conduire. Ce permis possède un numéro, l'expérience du conducteur en mois, la date d'entrée en vigueur du permis et sa date d'échéance. Ces informations sont complémentaires à celles de la diapo véhicule que vous avez ici. Donc, vous avez ça ici. Donc, complétez le diagramme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez rajouter les informations. On veut avoir ces informations-là ici dans le diagramme et les avoir correctement par rapport à ce qu'on a ici déjà. Donc, ensuite de ça, une fois que vous avez complété, vous faites une saisie ici. Donc, vous avez juste à éditer ici pour compléter le diagramme et vous faites une saisie. Pouf! Good! Finalement, dernier exercice. En fait, j'aurais plein d'exercices à faire là-dessus. J'ai même un autre PowerPoint que je pourrais faire un paquet d'exercices. Je trouve ça tellement intéressant, ces exercices-là. Mais je suis pas sûr qu'on a le temps dans la session, c'est ça qui arrive. Donc, mon Dieu, en tout cas. Bon, dommage. Alors, compte bancaire, peut-être que vous dites ouf, mais bon, moi j'adore ces exercices-là. Donc, compte bancaire, bien que c'est un peu tannant à corriger, mais bon, ça c'est une autre affaire. Mais c'est tellement le fun à faire. Mais c'est plus le fun à faire en classe que à distance. Compte bancaire, donc on a un client qui peut ouvrir, fermer, déposer, retirer ou transférer un compte. Donc, l'idée c'est que vous devez créer un diagramme avec 3 classes. Un client, une classe client, une classe compte et une classe banque. Qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut avoir les 5 actions que le client peut faire sur son compte, ouvrir, fermer, déposer, retirer, transférer. Ces 5 actions-là, on veut que ces 5 actions-là se retrouvent dans les liens entre les classes qu'on a ici, client, compte, banque. Okay? Donc, ajouter aussi d'autres liens aux besoins entre les classes. Mais il me semble que j'avais modifié un peu la formulation de cette question-là. Attendez un peu. Donc, je reprends. Donc, on crée un diagramme avec 3 classes, client, compte et banque. On ajoute les 5 actions possibles qu'on a ici.
On doit les retrouver sur les liens qu'on a entre ces différentes classes-là. On doit aussi ajouter 2 liens d'appartenance, c'est-à-dire possession, dans tout ça. N'ajouter aucune donnée dans les classes, même si on pourrait le faire. Donc, pour l'instant, on ne veut pas s'intéresser à ça, on veut juste s'intéresser aux classes et aux liens entre les classes avec les actions qu'on peut faire. Le diagramme doit être identifié à votre nom. Donc, faites ce diagramme-là et en fait, copiez-collez-le ici par-dessus ça ou rajoutez-le dans une diapo. Ensuite, voilà. Pour 5 points. Donc, au total, si vous regardez, ça vous donne 30 points. Donc, vous avez juste à remettre l'exercice sur Léa avec votre note d'auto-évaluation sur 30, mais on va le corriger ensemble au prochain cours. Donc, voilà.